On présente Platon avec son maître Socrate et son disciple Aristote comme le trio fondateur de la philosophie. Cela mérite nuance car, comme nous allons le voir, la philosophie existe déjà, mais avec ce trio, elle va prendre une toute autre tournure. Socrate n'a rien écrit, mais on le connaît par Platon. Platon et Aristote, pour leur part, ont beaucoup écrit. Ce qui est certain, c'est que Platon, dont nous allons parler aujourd'hui, est d'abord un pionnier et ensuite l'un des plus grands philosophes ayant jamais existé dans toute l'histoire de la philosophie. 2500 ans d'histoire, je vous rappelle. Il faut très longtemps pour étudier Platon et nous disposons de très peu de temps. Mais nous allons nous intéresser à un aspect, c'est le bonheur. Le bonheur, chez Platon, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est qu'il en a relativement peu parlé directement, mais que l'ensemble de son œuvre consiste à des considérations sur ce qui peut permettre pour les humains d'avoir une vie heureuse. Il s'exprime essentiellement au moyen de dialogues, ce qu'on appelle aujourd'hui les dialogues à l'ancienne. Il met des interlocuteurs face à face et fait chacun défendre une thèse particulière. Nous allons utiliser, avant de passer à sa vie, nous allons utiliser un dialogue qui s'intitule Philèbe, le Philèbe. Je vous rappelle que nous avons une carte à construire qui matérialisera tout le parcours de cette année 2022-2023. Les philosophes qui ont parlé du bonheur. Je dirai plusieurs autres choses après sur les dialogues, sur la vie de Platon et sur l'ensemble de sa philosophie. Mais commençons, puisque notre attention pour l'instant est tout à fait fraîche, eh bien commençons par lire quelques paragraphes du Philèbe. Platon met en scène des personnages qui sont d'ailleurs d'authentiques personnes, des citoyens d'Athènes, comme Socrate lui-même, les uns et les autres défendant des thèses qui sont inexactes ou erronées, ce que Socrate, qui est en réalité le porte-parole de Platon, va réfuter avant d'exposer sa propre thèse, qui est, toujours selon Platon, l'exacte expression de la vérité. C'est la première expression de ce qui s'appellera la dialectique.
Nous arrêterons là notre lecture pour l'instant. Les échanges se poursuivent très longtemps et on entre dans des méandres où certainement nous nous perdrions. Vous avez vu que le texte existe dans des éditions très bon marché et on le trouve même gratuit sur plusieurs sites d'internet. Je ne vous le conseille pas trop car c'est vraiment une prise de tête assurée. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on a vu, des choses absolument essentielles sur le platonisme sont dites. C'est en particulier la question du bien. Le bonheur résulte en fait du bien. Mais qu'est-ce que le bien pour Platon? Eh bien, c'est toute son œuvre qu'il faut voir pour tenter de le comprendre. Platon parle encore du bonheur dans deux autres dialogues, le Protagoras et le Gorgias. Mais comme dans le Philèbe, il développe des raisonnements très compliqués, je dirais même très alambiqués, qui ne se comprennent qu'à la lumière de sa philosophie générale. Le bonheur pour Platon est produit par le bien. D'ailleurs, tout Platon se ramène à la notion du bien. Mais c'est un bien compris d'une manière absolue. Le bien, le beau et le vrai ne font qu'un, et ce un en même temps est le tout. On ne parvient au bien qu'en s'élevant au-dessus de la condition humaine pour atteindre la condition divine, et c'est la mission de la philosophie que d'en enseigner les moyens. Il faut savoir aussi que dans la vie, la condition divine et la condition humaine se mélangent. Toute la complication vient de là. Dans le Philèbe, Platon parle beaucoup du mélange, et l'un des premiers mélanges est évidemment celui du corps et de l'âme. Avant d'en dire un peu plus sur la philosophie platonicienne, je voudrais dire quelques mots sur ce qu'est la philosophie avant Socrate, Platon, Aristote, et dire aussi quelques mots de la vie de Platon, qui est une longue vie puisqu'il meurt à 80 ans, après avoir écrit une quarantaine de dialogues, sans parler de son enseignement oral, probablement très orienté vers l'ésotérisme et dont malheureusement rien ne nous est parvenu. L'histoire de la Grèce antique commence vers l'an 800. On distingue trois grandes périodes: l'époque archaïque, 800-480, l'époque classique, 480-323, l'époque hellénistique, 323-31. Après 31, entendons-nous, avant Jésus-Christ, la Grèce devient une colonie romaine. Platon est au cœur de l'âge classique. Le premier philosophe dont le nom nous est parvenu est un certain Thalès de Milet, 624-546. Ce sont évidemment des dates très approximatives. Plus d'une dizaine d'autres noms constituent ce que l'on nomme les philosophes présocratiques. Pour la plupart, comme Thalès, ils vivent dans des zones périphériques comme Milet en Ionie, la Turquie actuelle. La philosophie ne naît pas à Athènes. Pendant la période classique, elle y règne, mais continuera à se développer en Méditerranée, Italie du Sud notamment. C'est la Grande Grèce. Le nombre, l'amour et la haine, l'atome. Ils cherchent essentiellement à comprendre la nature. Ils sont à la recherche d'un principe unique, l'eau, l'air, le feu, la terre, l'infini, le nombre, l'amour et la haine. Avec Socrate,
la philosophie va se centrer sur l'homme. Les plus importants des présocratiques sont les deux derniers, Héraclite et Parménide. D'une part, parce qu'ils s'opposent l'un à l'autre dans deux thèses contraires, apparemment inconciliables, l'un ou le permanent pour le second, le multiple et le changement pour le premier, ce qui donne une tournure essentielle et indépassable à la philosophie. Ensuite, parce que leur opposition inspire Platon, dont la propre philosophie consistera pour une grande part à réduire la contradiction entre leurs thèses respectives, l'opposition entre Héraclite et Parménide. Ainsi, la philosophie deviendra un jour, sous l'égide de la raison, la coexistence plus ou moins pacifique entre des thèses inconciliables. C'est aussi par là qu'elle prend le chemin d'une activité ludique, un jeu de l'esprit. Profitant de ce qu'il est dit des œuvres disparues des présocratiques, je signale pour la petite histoire qu'il ne nous est parvenu qu'une petite partie de la production éditoriale de l'Antiquité, et dans un état souvent problématique. Les œuvres intégrales les plus anciennes que nous possédions ne remontent pas au-delà du IIIe siècle de notre ère. Quant au plus ancien texte de Platon que nous possédons, celui-là remonte au IXe siècle après Jésus-Christ, soit 13 siècles après avoir été écrit. Et il ne parvient encore en France que plusieurs siècles après. Les dates du début et de la fin de sa vie sont très significatives, même si elles ne sont qu'approximatives. Car 428, sa naissance, correspond à peu près à la mort de Périclès. Et ce qu'on appelle le siècle de Périclès est l'apogée de la Grèce classique, son âge d'or, où, entre autres choses, se construit le Parthénon, dont on admire toujours aujourd'hui ce qu'il en reste. À droite, c'est une reconstitution possible du Parthénon. Pour en revenir à Platon, quant à la date de sa mort, elle suit de 5 ou 6 ans celle de la naissance d'Alexandre le Grand. Or, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, mettra fin à la période classique en conquérant tous les États, toutes les villes-États de Grèce, dont Athènes, en 335. Platon, c'est l'âge d'or de la Grèce. Aristote connaîtra déjà le déclin. Platon est d'une extraction sociale très élevée. Son vrai nom est Aristoclès.
Platon étant un surnom signifiant le large. Son père s'appelle Ariston et prétend être un descendant de l'un des premiers rois légendaires. Sa mère, Périctionée, est supposée avoir quelques liens de parenté avec Solon, l'un des fondateurs de la démocratie athénienne au VIe siècle. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs de ses parents occupent des postes dans la haute magistrature de la ville. Pourquoi pas lui? Ce n'est pas qu'il se désintéresse de la politique, tout au contraire. Il s'y sent attiré dès son plus jeune âge et ne cesse d'y penser tout au long de sa vie. Une grande partie de son œuvre est essentiellement une philosophie politique. Mais diverses considérations, dont l'assassinat de Socrate et tout ce qu'il voit de corruption dans le gouvernement de la cité, le détournent d'y prendre part concrètement. Il reporte ce désir sur une colonie grecque, en l'occurrence la Sicile. Mais les choses ne tourneront pas bien. On sait peu de choses de ces premières années, mais ce sont forcément celles des jeunes Athéniens les plus aisés. Il semble qu'il ait été attiré d'abord par l'écriture, ce qui surprend puisqu'il s'opposera toute sa vie aux diverses formes d'art, dont l'art dramatique. C'est sa rencontre avec Socrate, vers l'âge de 20 ans, qui lui révèle sa vocation pour la philosophie. Il suivra l'enseignement du maître pendant près de 10 ans, jusqu'au procès et à la mort en 399. C'est l'occasion de rectifier une erreur trop fréquente qui consiste à penser que la démocratie athénienne est une création d'Aristote. Nous y reviendrons quand nous parlerons de ce philosophe. La démocratie athénienne date au moins de 2 siècles avant Aristote et découle d'une lente fabrication où l'on trouve notamment les noms de Dracon, Solon, Clisthène, Périclès. Elle n'a d'ailleurs qu'un lointain rapport avec ce que nous désignons sous ce nom. Il s'agirait plutôt d'une démocratie directe, c'est-à-dire nullement représentative, doublée d'une inévitable oligarchie qui débouche à l'occasion sur la tyrannie des Trente en 404-403, après la fin de la guerre du Péloponnèse. Comme tous les grands philosophes à venir, même si par leur génie ils subliment leurs époques, ils n'en sont pas moins le produit de celles-ci. Pour les comprendre, il faut donc un minimum de connaissances sur leur temps. Tout en étant un âge d'or, le 5e siècle est une époque très troublée, marquée par les guerres médiques, c'est-à-dire entre la Grèce et la Perse, de 490 à 479, où la Grèce triomphe. Puis la rivalité entre Sparte et Athènes, qui débouche sur la guerre du Péloponnèse de 431 à 404, qui se solde par la défaite d'Athènes. En représailles, Sparte impose à Athènes la tyrannie des Trente. Celle-ci dure moins d'un an, mais n'en cause pas moins de graves dégâts. Bien que son procès et sa mort datent du rétablissement de la démocratie, indirectement, Socrate en est une victime. Plusieurs parents de Platon siègent dans la tyrannie des Trente. Jadis, dans ma jeunesse, j'éprouvais ce qu'éprouvent tant de jeunes gens. J'avais le projet, du jour où je pourrais disposer de moi-même, d'aborder aussitôt la politique. Or, voici en quel état s'offrait alors à moi
les affaires du pays. La forme existante du gouvernement, battue en brèche de divers côtés, une révolution se produisit. À la tête de l'ordre nouveau, 51 citoyens furent établis comme chefs, 11 dans la ville, 10 au Pirée. Ces deux groupes furent préposés à l'agora et à tout ce qui concerne l'administration des villes. Mais 30 constituaient l'autorité supérieure avec pouvoir absolu. Plusieurs d'entre eux étaient soit mes parents, soit des connaissances qui m'invitèrent aussitôt à des travaux qui me convenaient. À la vue de toutes ces choses, et d'autres encore du même genre et de non moindre importance, je fus indigné et me détournai des misères de cette époque. Bientôt les 30 tombèrent, et avec eux tout leur régime. De nouveau, bien que plus mollement, j'étais pressé du désir de me mêler des affaires de l'État. Il se passa alors, car c'était une période de trouble, bien des faits révoltants, et il n'est pas extraordinaire que les révolutions aient servi à multiplier les actes de vengeance personnelle. Je me fis des illusions qui n'avaient rien d'étonnant à cause de ma jeunesse. Je m'imaginais en effet qu'il gouvernerait la ville en la ramenant des voies de l'injustice dans celles de la justice. Aussi observai-je anxieusement ce qu'ils allaient faire. Or, je vis ces hommes faire regretter en peu de temps l'ancien ordre de choses comme un âge d'or. Je ne sais comment cela se fit, voici que des gens puissants traînent devant les tribunaux ce même Socrate, notre ami, et portent contre lui une accusation des plus graves qu'il ne méritait certes point. C'est pour impiété que les uns l'assignèrent devant le tribunal et que les autres le condamnèrent et firent mourir l'homme qui n'avait pas voulu participer à la criminelle arrestation d'un de leurs amis alors bannis. Lorsque bannis eux-mêmes, ils étaient dans le malheur. Voyant cela et voyant les hommes qui menaient la politique, plus je considérais les lois et les mœurs, plus aussi j'avançais en âge, plus il me parut difficile de bien administrer les affaires de l'État, d'une part, sans amis et sans collaborateurs fidèles, cela ne me semblait pas. De plus, la législation et la moralité étaient corrompues à un tel point que moi, d'abord plein d'ardeur pour travailler au bien public, considérant cette situation et voyant comment tout marchait à la dérive, je finis par en être étourdi. Je ne cessais point d'épier les signes possibles d'une amélioration dans ces événements, et spécialement dans le régime politique, mais j'attendais toujours pour agir le bon moment. Finalement, je compris que tous les États actuels sont mal gouvernés, car leur législation est à peu près incurable, sans d'énergiques préparatifs joints à d'heureuses circonstances. Je fus alors irrésistiblement amené à louer la vraie philosophie, et à proclamer que, à sa lumière seule, on peut reconnaître où est la justice dans la vie publique et dans la vie privée. Donc, les maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir, ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement. La philosophie politique, qui est la première du genre, suivie bientôt par celle d'Aristote, n'est pas ce qui est le plus important de la philosophie platonicienne. Le plus important est sa métaphysique. Certes, le mot n'existe pas encore, mais c'est bien sa métaphysique, c'est-à-dire la connaissance qu'il pense avoir d'un monde transcendant,
qui constitue l'architecture sous-jacente à l'ensemble de son œuvre. Cela étant, politique et métaphysique sont étroitement liés, et cela apparaît dans la dernière citation où il observe que les philosophes sont ceux qui, ouvrez les guillemets, atteignent à la connaissance de l'immuable. Fermez les guillemets, c'est une référence à Parménide, voire plus haut, tandis que ceux qui n'ont pas la possibilité d'y parvenir restent dans, ouvrez les guillemets, l'erreur qui consiste à prendre pour vrai la multiplicité des objets changeants, c'est une référence à Héraclite. Nous consacrerons la prochaine séance, ou peut-être les deux suivantes, à d'abord un complément sur la philosophie politique de Platon, deuxièmement à sa métaphysique.